Bien, eh bien, merci de votre présence aujourd'hui pour ce cours, pour ce premier cours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler que comme chaque année, ces cours sont suivis de séminaires. Donc on va être ensemble jusqu'à la fin juin et les deux premiers séminaires que nous allons avoir, donc cette semaine, aujourd'hui à 11h15 et puis la semaine prochaine, sont écrits ici. Donc aujourd'hui on aura le plaisir d'accueillir Jean-François Roch qui nous parlera de centre NV du diamant, à la fois sur ses aspects fondamentaux et sur ses applications, applications en magnétométrie, applications en information quantique. Et la semaine prochaine, on aura également le plaisir d'avoir Antoine Brouès qui nous parlera de contrôle de l'interaction entre quelques atomes de Rydberg bien isolés les uns des autres. Voilà. Donc il y aura d'autres séminaires chaque mercredi. Je voudrais tout de suite vous dire qu'on aura tout à la fin du cours, c'est-à-dire la dernière semaine, en juin, également un mini-workshop qui sera le jeudi, donc le cours a lieu le mercredi, mais le mini-workshop aura lieu le jeudi. Donc il sera en anglais, c'est pour ça que je ne dis pas mini-atelier, mais mini-workshop. Et le thème de ce mini-workshop sera sur la physique hors d'équilibre avec des gaz quantiques. Donc on aura une après-midi avec 4 exposés sur ce thème. Deux exposés théoriques, 2 exposés expérimentaux. Et puis dernier point avant de parler de physique, donc tout le matériel lié à ce cours, que ce soit les notes polycopiées, les copies de diapositives, je les mets régulièrement sur ma page web. Je peux même les mettre avant le cours. C'est au moins une version préliminaire, comme ça ceux qui veulent le voir peuvent le lire. Donc ma page web c'est celle-ci, fis.ns.fr/Dalibar. Et puis la version plus finalisée est sur le site du Collège de France à l'adresse que vous devez connaître. Voilà. Bien, eh bien je vous propose de commencer ce cours et c'est donc un cours que j'ai décidé de consacrer au refroidissement d'atomes par laser. Donc, je l'intitule Une brève histoire des atomes froids. Et je voudrais commencer par essayer de motiver la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce cours dans le cadre de cette chaire Atomes et rayonnement cette année. Alors, il y a au moins 2 bonnes raisons pour ça. La première, c'est que ça va nous permettre de célébrer quelques anniversaires. Le premier de ces anniversaires, c'est Einstein, 1915-1916, donc il y a juste 100 ans. Vous le savez sûrement, cette année 2015 a été décrétée par l'UNESCO Année mondiale de la lumière. Et une des raisons pour ça, pour ce choix de l'UNESCO, c'est précisément ces articles d'Einstein d'il y a 100 ans, qui portaient à la fois sur la relativité générale et sur l'interaction matière et rayonnement, et qui ont vraiment bouleversé notre manière de voir comment la matière et la lumière interagissent ensemble. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'aspect matière-rayonnement de ça. Je ne vais pas en dire plus à l'instant, puisque ça va être le thème du cours dans ce qui va suivre aujourd'hui. Deuxième anniversaire qu'on peut célébrer en 2015, c'est il y a juste 40 ans, 2 articles, un de Henschel-Schalow et l'autre de Wineland et Demelt, fondaient vraiment le champ de recherche de manipulation d'atomes par laser, refroidissement d'atomes par laser. C'était des articles qui faisaient suite au fait qu'on commençait tout juste à avoir dans les laboratoires des sources laser accordables qu'on pouvait donc mettre sur l'arrêt de résonance des atomes. Et presque immédiatement, Henschel-Schalow d'une part et Wineland et Demelt d'autre part ont réalisé que ça ouvrait des possibilités considérables. Et c'est effectivement ce thème de manipulation d'atomes par laser, refroidissement, qui est apparu. Troisième anniversaire, c'est il y a 20 ans, 95, c'était les premiers condensats de Bose-Einstein qui apparaissaient dans la foulée, enfin disons, ensuite presque logique des propositions antérieures. Et donc, ça fait vraiment un chemin spectaculaire, ce qui s'est écoulé dans ces 40 ans, entre les premières idées de refroidissement d'atomes par laser et puis les condensats qui sont maintenant présents dans beaucoup de laboratoires, ou les gaz quantiques dégénérés plus généralement. Ça fait vraiment un chemin considérable. Et il m'a semblé utile donc d'essayer de revenir sur ce chemin, sur les différentes étapes, sur comment est-ce que les idées sont construites, comment les différents mécanismes sont apparus. Et puis la deuxième raison, en plus de cet anniversaire, la deuxième raison pour faire ce cours, c'est que quand on regarde ce chemin qui s'est écoulé donc, sur les 40 dernières années, on se rend compte qu'en fait, il y a eu vraiment beaucoup de questions subtiles qui ont été abordées. Il y avait beaucoup de débats, et puis certaines de ces questions sont un petit peu tombées dans l'oubli et sont en train de réapparaître maintenant dans les expériences. Et donc, ça m'a semblé utile finalement d'essayer de faire le point sur ce qu'on sait faire en manipulant les atomes par laser, ce qu'on ne sait pas faire. Et puis mon espoir, évidemment, c'est qu'en
en remettant sur le devant de la scène ces questions ouvertes, eh bien, ça suscite parmi certains d'entre vous des nouvelles idées et donc ouvre de nouvelles voies de recherche. Donc, n'hésitez pas à essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer ce que je vous raconte. Je suis certain, j'en étais certain en commençant à préparer ce cours, et puis j'en suis encore plus certain maintenant, qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses nouvelles à faire qui sont très belles et qui n'ont pas été encore explorées dans cette idée de refroidir de la matière avec de la lumière. Donc, pour le situer, donc, ce cours, voilà, c'est ça. Finalement, la grande question qu'on va se poser, c'est est-il possible d'imposer une température ou un ordre au sens thermodynamique du terme, un ordre donné à une assemblée d'atomes, de molécules, par des faisceaux lumineux. Et comme je l'ai dit, donc, il y a eu une série de papiers qui ont vraiment joué un rôle séminal là-dedans. Les papiers d'Einstein de 1916-1917, base de l'interaction matière-rayonnement. Il y a eu le papier de Kastler que je n'ai pas cité tout à l'heure parce que ce n'était pas une année en 5, donc ça ne rentrait pas dans un anniversaire à Contron, mais le papier de Kastler a évidemment joué un rôle aussi considérable sur cette idée que la lumière peut ordonner la matière, en particulier avec l'effet lumino-frigorique que Kastler suggérait. Et puis ensuite, donc, ce que j'ai dit, à partir des années 70, c'est sources laser accordables et les deux papiers de Hensch-Echalo et de Wineland et Demelt. Bien. Donc, ceci étant dit, où est-ce qu'on en est maintenant? Donc, on part d'atomes qui sont à la température ambiante, ou alors plus chauds si on est obligé de les mettre dans un four pour obtenir un jet atomique appréciable, donc disons des atomes entre 100 et 1000 Kelvin. Et grâce au refroidissement par laser, eh bien, on peut gagner jusqu'à 9 ordres de grandeur sur la température, c'est-à-dire qu'on peut atteindre un domaine qui, grosso modo, est situé entre le micro et le millikelvin. On peut même faire plus froid dans des situations un peu spéciales, mais disons, pour fixer les idées, on est entre le micro et le millikelvin. Donc c'est vraiment spectaculaire, hein, ce gain de 6 à 9 ordres de grandeur en température, et ça fait que les atomes froids, qu'ils soient neutres ou ionisés, on va surtout parler d'atomes neutres ici, mais les ions peuvent également être refroidis, piégés et refroidis, ces atomes froids sont vraiment omniprésents dans ce qui est la métrologie du temps et des fréquences, et plus généralement dans les mesures de haute précision qu'on fait maintenant en physique atomique. Alors, je vous ai parlé de gaz quantique dégénéré, de condensat de Bose-Einstein. En fait, pour atteindre le régime quantique dégénéré, la plupart du temps, la flèche verte que j'ai indiquée ne suffit pas. Il faut rajouter une flèche rouge qui est le refroidissement par évaporation, qui vient donc se rajouter au refroidissement atome par laser et qui permet de gagner encore un ou deux traits là-dessus, c'est-à-dire de diviser la température par encore un autre facteur 10 ou 100. Et ça permet d'atteindre donc ce régime quantique dégénéré qui correspond à la situation suivante, c'est quand la longueur d'onde thermique des particules, h sur m fois leur vitesse quadratique moyenne, v bar, devient comparable à leur distance. Donc plus la température est basse, plus v bar est petit, donc plus lambda t est grand, et plus on a des chances d'avoir lambda t comparable à distance interatomique. En général, lambda t est petit devant la distance interatomique, mais si on refroidit suffisamment, les deux deviennent comparables. Alors je dirais, une des raisons aussi de faire ce cours, c'est que cette flèche rouge, elle marche très bien en laboratoire, on l'utilise tous les jours, mais elle est un peu irritante. C'est-à-dire que là, on a gagné quelque chose comme 9 ordres de grandeur, donc on n'est vraiment pas loin du régime de dégénérescence quantique, mais néanmoins, il faut rajouter cette flèche rouge. Et cette flèche rouge, elle vient au prix d'une perte d'atomes considérable, c'est-à-dire qu'on perd un facteur 100 ou 1000 sur le nombre d'atomes qu'on arrivait à produire ici avec la flèche verte, et rajoute aussi considérablement, et rallonge considérablement les constantes de temps. Cette flèche verte, elle peut être faite en quelques millisecondes, 10-3 secondes, alors que cette flèche rouge, souvent, c'est plusieurs dizaines de secondes, voire une minute ou 2 minutes. Donc ça change complètement les constantes de temps des expériences, les nombres d'atomes qu'on est capable de produire. Et la raison pour laquelle on est obligé de passer par la flèche rouge, eh bien, c'est une raison assez subtile, vous le verrez, et ce sera un des leitmotifs de ce cours, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui empêche d'aller directement, via le refroidissement par laser, d'aller directement au régime quantique dégénéré. Vous verrez que on y est presque, mais il manque quelque chose, et c'est là, par exemple, qu'on a besoin de nouvelles bonnes idées. Bien. Alors, ayant dit ça, quels sont les atomes qu'on sait refroidir? Eh bien, en fait, on sait en refroidir beaucoup. C'est donc la flèche verte que j'indiquais tout à l'heure, ces atomes qui peuvent être manipulés par laser. Eh bien, ici, vous avez la classification périodique des éléments. C'est un tableau que j'ai pris sur Wikipédia. Et j'ai mis à la main des petits ronds sur tous les atomes dont je savais qu'on les avait manipulés par laser. Alors, dans les notes que vous avez, il y en a un que je n'avais pas mis. C'est le fer, qui est ici. Le fer a été refroidi par laser il y a quelques semaines, en fait. C'est Jean-Claude Garot qui m'a envoyé un mail hier soir. Je
sais pas si Jean-Claude est là, mais en tout cas, il m'a envoyé un mail hier soir en me disant que c'était une toute nouvelle manip faite en Belgique. Donc voilà, vous pouvez en entourer un en plus. Ceux qui seraient au courant d'une autre expérience, d'une autre espèce atomique qui a été manipulée par laser, n'hésitez pas à me le dire, je peux essayer de maintenir ce tableau à jour. Alors, il y en a deux atomes qui sont en pointillé, c'est-à-dire qu'il y a des expériences en cours, mais on ne peut pas vraiment dire que le refroidissement par laser ait encore marché pour les atomes, c'est l'hydrogène et le silicium. Qu'est-ce qu'il faut pour manipuler un atome par laser? En fait, tout ce qu'il faut, c'est avoir des sources laser donc accordables qui permettent d'exciter l'atome sur sa résonance, qui ne soient pas assez intenses quand même et qui soient assez bon marché pour qu'on puisse les offrir en laboratoire. Donc c'est ça qui limite. A priori, sinon n'importe quel atome là-dedans serait éligible. Simplement, il faut avoir le laser à la bonne longueur d'onde et avec assez de puissance pour que ça marche. Alors là, je ne parle que des atomes, mais récemment, des molécules diatomiques ont été manipulées par laser. On a fait des pièges magnéto-optiques avec des molécules diatomiques. J'en parlerai non pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Et donc, évidemment, avec les molécules, ça ouvre un champ de recherche considérable, puisque là, a priori, le nombre de molécules va être beaucoup plus grand. Voilà. Alors, on ne va pas, dans ce cours, passer en revue toutes les idées qui ont été développées au cours des 40 dernières années sur la manière dont on peut refroidir des atomes par laser. Il y en a vraiment énormément. Les gens ont été vraiment très imaginatifs. Moi, là, je vais essayer de me concentrer sur quelques grandes idées pour essayer de discuter vraiment les mécanismes et puis leurs limites. Les quelques grandes idées, les quelques concepts qu'on va regarder ensemble dans cette série de cours, j'ai essayé de les résumer ici. Les premiers, ceux qu'on va voir aujourd'hui puis la semaine prochaine, c'est l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, c'est assez naturel de penser à lui quand on cherche à refroidir les atomes, puisque refroidir, c'est changer la vitesse. Et l'effet Doppler il permet précisément d'obtenir une réponse de l'atome à l'onde lumineuse qui va dépendre de sa vitesse. Donc l'effet Doppler est tout à fait logique. On regardera également l'effet Sisyphe, qui consiste en fait à jouer avec des collines de potentiel et à obliger l'atome à escalader plus de collines de potentiel qui en dépend. C'est un mécanisme qui marche très bien et qui a récemment donné lieu à des nouveaux développements dans ce qu'on appelle les mélasses grises. Donc j'aimerais reparler de ça dans ce contexte. Et puis enfin, les mécanismes les plus subtils portent sur l'utilisation d'états noirs. Alors ça, on va passer du temps là-dessus. Ça consiste essentiellement à préparer les atomes dans l'obscurité, donc une obscurité un peu spéciale, c'est-à-dire les mettre dans un état quantique, dans lequel ils ne voient plus la lumière et donc ils s'accumulent dans le noir, alors que leurs partenaires qui n'ont pas encore été refroidis, eux, voient toujours les faisceaux lumineux. Voilà. Et donc ça, il y a pas mal de variantes d'utilisation de ces états noirs, et j'aimerais les discuter ici. Alors avant de commencer le chapitre 1 d'aujourd'hui, je voudrais terminer cette introduction par essayer de préciser ce qu'on entend vraiment par refroidissement laser. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on dit « je veux refroidir des atomes ». Et il y a plusieurs idées qui peuvent se cacher derrière ce refroidissement. J'en ai mis trois ici. La première, c'est filtrage. Deuxièmement, c'est abaissement de température. Et la troisième, c'est augmenter la densité dans l'espace des phases. Et toutes ces actions, les trois que j'ai écrites ici, peuvent être tout à fait utiles sur le plan pratique, mais il est essentiel de bien les distinguer les unes des autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre l'une alors qu'on fait l'autre. Alors, le filtrage, c'est quoi? Dans le filtrage, le moyen le plus simple de se le représenter, peut-être quand on parle de physique atomique, c'est de revenir à ces systèmes de roues dentées qui étaient très à la mode et qui continuent à être utilisés sur des jets moléculaires, qui étaient très à la mode il y a quelques dizaines d'années, où on fait tourner un système de roues dentées avec un écart bien précis entre les deux fentes de la première roue et de la deuxième roue. Et comme ça, les atomes qui sont transmis par ce système-là sont dans une classe de vitesse bien déterminée. Donc si on part d'une distribution de Maxwell-Boltzmann représentant en pointillé ici, eh bien, les atomes qui sont transmis par le système de roue dentée sont ceux qu'on sélectionne à l'intérieur de cette petite tranche. Alors évidemment, on peut dire que cette petite tranche est plus froide que la distribution initiale, puisqu'elle a une largeur en vitesse plus faible, mais là, on a vraiment fait un filtrage, c'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté le nombre d'atomes dans cette classe de vitesse, contrairement à ce qui se passe, par exemple, si on fait une expérience de refroidissement par pression de radiation, donc qui est une sorte de refroidissement par effet Doppler, comme on va le voir tout à l'heure, où on envoie un faisceau laser à rebrousse-poil vis-à-vis du jet atomique. Et là, à ce moment-là, on prend tous les atomes qui sont entre une vitesse par ici et puis cette vitesse-là, et on les accumule dans cette classe de vitesse. Donc, clairement, là, on voit bien que filtrage, c'est différent de refroidissement à proprement parler. Dans le refroidissement, ici, j'augmente la brillance du jet dans cette classe de vitesse V ici, alors que dans le filtrage, je me contente d'éliminer les atomes qui ne m'intéressent pas. Bien.
Deuxième chose à laquelle il faut bien porter attention, c'est si je dis que le refroidissement, c'est l'abaissement de température, eh bien, si je me contente de dire ça, ça peut m'imposer certaines contraintes. Et ça, je vais le développer sur un exemple qui est lui aussi très simple, qui est l'ouverture adiabatique d'un piège. Donc, supposons que vous vous donniez des atomes confinés dans un piège harmonique de pulsation oméga et que ces atomes soient à l'équilibre thermodynamique. Donc, dire que les atomes sont à l'équilibre thermodynamique, ça veut dire que l'énergie potentielle moyenne, 1,5 de m oméga 2 delta x carré, delta x c'est donc l'écart type de la distribution en position, doit être égal à 1,5 de m delta v carré, delta v c'est l'écart type de la distribution en vitesse, égale 1,5 de kt. Je suis à une dimension, hein, donc j'ai 1,5 de kt par degré de liberté. Supposons que je prenne ce piège harmonique, donc assez raide, et j'ouvre lentement le piège, c'est-à-dire que je diminue lentement la pulsation du piège. Je fais passer oméga à oméga prime, petite fois oméga, et je fais cette variation lentement, c'est-à-dire que je me donne beaucoup de périodes d'oscillation de pi sur oméga pour faire la variation. Alors à ce moment-là, on peut montrer assez simplement qu'à l'approximation adiabatique, il y a un invariant dans le problème qui est le rapport entre la température T et la pulsation oméga. C'est-à-dire qu'à la fin de l'ouverture, ici, quand j'ai atteint la valeur oméga prime cible, eh bien, le rapport T' sur oméga prime est égal au rapport initial T sur oméga. Et donc, comme oméga prime est choisi plus petit qu'oméga, T' est plus petit que T. Donc, j'ai abaissé la température de mon gaz. Est-ce que c'est intéressant, ça? Oui, certainement, ça peut être intéressant si je cherche vraiment une température plus basse. Mais néanmoins, si je cherche, par exemple, à réaliser un condensat de Bose-Einstein ou un gaz de Fermi dégénéré, ce n'est pas en tant que tel intéressant parce que je ne change pas la densité dans l'espace des phases quand je fais ça. Comment s'en convaincre? Eh bien, si vous dites que le gaz, à cet instant-ci, est à l'équilibre thermodynamique correspondant à la température T', vous pouvez, en écrivant de nouveau l'équipartition de l'énergie, calculer la valeur de delta x', l'écart en position, calculer l'écart delta v', enfin la valeur delta v', donc la vitesse quadratique moyenne, et vous trouvez que delta x' est augmenté par rapport à delta x, par le rapport oméga sur oméga prime puissance 1,5, et que delta v' est diminué par rapport à delta v par ce même rapport, cette fois-ci donc oméga prime sur oméga puissance 1,5. Donc delta x' augmente, delta v' diminue. En gros, j'échange une bonne connaissance de la position et une mauvaise connaissance de la vitesse, donc un petit delta x, un grand delta v, par une mauvaise connaissance de la position et une bonne connaissance de la vitesse, donc un grand delta x et un petit delta v. Mais il est clair que quand je fais le produit delta x delta v, eh bien, il reste constant dans cette ouverture adiabatique. Le produit delta x delta v est égal au produit delta x' delta v'. Donc, je ne me suis pas rapproché du seuil de dégénérescence quantique. Si je regarde l'occupation des états quantiques individuels dans le premier piège et dans le deuxième, eh bien, j'ai exactement la même probabilité d'occupation. Donc, certes, j'ai abaissé ma température, puisque T' est plus petit que T, mais si je cherche à faire des gaz quantiques dégénérés, ben, je n'ai rien gagné en faisant ça. Alors, essayons de réfléchir un petit peu à ce qu'il faut faire si je veux vraiment augmenter la densité dans l'espace des phases. Parce que ça va être, encore une fois, une sorte de leitmotiv dans les cours qui vont suivre. Donc, je veux augmenter le produit delta x delta v, et supposons, donc je vais faire deux hypothèses ici, que je manipule un gaz parfait d'atomes, donc des atomes qui n'interagissent pas entre eux, et je le manipule avec une évolution hamiltonienne. L'ouverture du piège que j'ai décrite, c'était un exemple d'évolution hamiltonienne. J'avais un hamiltonien H qui correspondait au piégeage de mes atomes, et je changeais expérimentalement un des paramètres de l'hamiltonien, qui était la raideur de mon potentiel, donc la fréquence d'oscillation. Alors, qu'est-ce que je peux faire si je fais ça? Eh bien, on peut se convaincre qu'on ne peut pas faire grand-chose, et la raison en est la suivante. Initialement, je peux décrire donc l'état de mon gaz par l'opérateur densité à une particule, que j'appelle ρ ici, qui est un opérateur hermitien que je peux diagonaliser et qui a donc des valeurs propres, pi1, pi2, etc. Ces valeurs propres sont toutes positives et me donnent l'occupation des différents états quantiques individuels dans mon système. Donc la somme des valeurs propres est égale à 1 parce que l'opérateur densité est de trace 1. Si je me limite à une évolution hamiltonienne, eh bien, je peux déduire l'opérateur densité à l'instant final ρ de Tf par une transformation unitaire de l'opérateur à l'instant initial ρ de Ti. Plus précisément, j'introduis l'opérateur d'évolution entre l'instant Ti et Tf et j'obtiens ρ chapeau à l'instant Tf comme étant ρ à l'instant Ti pris en sandwich entre U et U croix.
Et c'est un théorème mathématique bien connu que dans une translation unitaire, les valeurs propres de l'opérateur ne changent pas. Donc l'opérateur ρTF a les mêmes valeurs propres, pi1, pi2, etc., que l'opérateur densité initiale. Je n'ai donc pas de changement de l'occupation des états dans cette évolution unitaire, donc pas de changement de densité dans l'espace des phases. Donc c'est une conclusion qui est un petit peu triste. En prenant un gaz parfait et en agissant sur lui avec un Hamiltonien, je ne peux pas faire grand-chose si je veux me rapprocher du régime des gaz quantiques. Mais si on regarde maintenant les hypothèses que j'ai mises sur cette diapositive-là, eh bien, ça nous donne la marche à suivre pendant tout ce qui va suivre, pendant tout le cours. C'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses essentielles. La première, c'est l'évolution hamiltonienne. J'ai supposé donc que je décrivais l'action que j'avais sur mon gaz d'atome par un Hamiltonien, H de t, H dépendant du temps, ou si vous préférez, un opérateur d'évolution. Si maintenant je couple mon gaz à un autre système quantique, par exemple le champ électromagnétique, avec des phénomènes d'émission spontanée qui vont se produire, puis à ce moment-là, je ne peux pas décrire le couplage atome-champ simplement par un Hamiltonien n'agissant que sur l'atome. J'ai certes un Hamiltonien, mais cet Hamiltonien agit sur le système global, les atomes d'un côté et le champ de l'autre. Et j'ai un couplage entre les deux systèmes, donc je ne peux pas décrire mon action par un Hamiltonien seulement sur l'atome. Il faut que je conserve le système global et qu'ensuite je prenne une trace partielle, c'est-à-dire que je prends l'opérateur densité totale atome plus champ, je prends la trace partielle, et dans cette opération, eh bien, les valeurs propres pi1, pi2 de l'opérateur densité de l'atome peuvent changer. Donc là, c'est bien. Si je prends soin d'élargir mon système, donc de prendre pas seulement les atomes, mais atomes plus le champ électromagnétique, via les phénomènes d'émission spontanée, eh bien là, je suis en terrain favorable. J'ai une des hypothèses de mon théorème de la diapositive précédente qui s'effondre, donc je peux, comme ça, espérer m'approcher d'un seuil de dégénération quantique, c'est-à-dire augmenter une des valeurs propres au détriment des autres. L'autre hypothèse que j'avais mise dans la diapositive précédente, qui est tout aussi importante, c'est que j'avais considéré un gaz parfait. Si les particules interagissent entre elles, mon théorème n'est plus vrai. C'est-à-dire que les valeurs propres de l'opérateur densité à un corps peuvent augmenter, même si mon système est isolé, si mes particules donc, peuvent avoir des interactions. Et on verra également dans cette série de cours que c'est possible, en partant d'un gaz qui n'est pas dégénéré, c'est possible de produire des condensats de Bose-Einstein, c'est possible de produire des gaz dégénérés, simplement en modifiant le potentiel confinement de gaz, pourvu que les atomes interagissent entre eux. Donc ici, vous avez les deux ingrédients qui vont revenir régulièrement dans cette série de cours. C'est d'une part coupler nos atomes au champ électromagnétique et d'autre part prendre en compte les interactions. On va surtout se concentrer sur la première partie, mais on parlera à un moment de la deuxième. Voilà. Donc, ça, c'était une assez longue introduction pour vous dire vers quoi on allait. Et maintenant, j'aimerais donc reprendre le fil historique et me replonger dans les idées initiales d'Einstein, 1916-1917, atomes et lumière en équilibre thermodynamique. Donc, quel était le problème qu'Einstein se posait ? Eh bien, le problème d'Einstein en 1916-1917, donc il venait de terminer la théorie de la relativité générale et donc il revient vers l'interaction matière-rayonnement, sur laquelle il avait déjà passé du temps. En 1905, et en particulier, il avait eu son article sur l'effet photoélectrique. Mais son problème en 1916-1917 est le suivant. Il va chercher à comprendre comment est-ce que des atomes ou des molécules interagissent avec le rayonnement électromagnétique. Et pour ça, eh bien, il va essayer de construire des raisonnements thermodynamiques. Il va prendre un gaz d'atomes ou de molécules, donc représenté par des petits cercles noirs ici, plongé dans un four chauffé à une certaine température, donc, qui émet un rayonnement, le rayonnement du corps noir. Donc c'est ce que j'ai représenté par ces petites flèches de toutes les couleurs. Ces petites flèches de toutes les couleurs, c'est le rayonnement émis par les parois du four. Et ce rayonnement du corps noir, eh bien, il était connu en 1915-16-17, et Einstein va partir de ça, c'est la formule de Planck. Elle est donc écrite ici, c'est la densité, ici ce que j'ai écrit, c'est la densité spectrale d'énergie, qui est une fonction de la fréquence ou la pulsation oméga de la lumière que je regarde, et de la température. Donc ici, vous avez un exemple de spectre de rayonnement du corps noir. Si vous prenez par exemple la courbe bleue ici, vous avez, en fait, là, c'est la radiance spectrale, donc en unité kilowatts par stéradian carré par mètre carré par nanomètre. Donc si vous prenez la courbe bleue, vous avez cette radiance spectrale. Donc vous avez, en fonction de la longueur d'onde, entre 0 et 3 microns, ici, cette radiance spectrale. Donc c'est piqué aux alentours de 0,5, 0,6 microns dans le domaine visible. Et vous avez de la lumière sur l'infrarouge, de la lumière sur l'ultraviolet ici.
Donc c'est ce que j'ai représenté par ces petites flèches de différentes couleurs ici. Les atomes sont éclairés par, a priori, de la lumière de toutes les couleurs, avec une distribution qui suit cette loi de Planck, cette formule de Planck ici, et qui est représentée là. Et le problème d'Einstein est le suivant. C'est quelles sont les hypothèses à faire concernant l'interaction matière-rayonnement, c'est-à-dire, pour le dire en termes modernes, la manière dont les atomes qui sont ici vont absorber et émettre des photons. Quelles sont les hypothèses à faire pour que, en l'absence de tout autre processus, la matière, les atomes, atteignent l'état d'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire qu'ils soient caractérisés par une distribution de Maxwell-Boltzmann telle que 1,5 de mv0 carré, où v0 carré, encore une fois, la vitesse quadratique moyenne, égale 1,5 de kt. Donc c'est la vitesse quadratique moyenne selon un axe. Voilà, donc Einstein se pose ça comme problème, et j'insiste bien sur le fait que les atomes donc n'interagissent pas entre eux dans le problème d'Einstein. Quand ils atteignent la paroi du corps noir ici, eh bien, ils rebondissent élastiquement. La seule chose qui peut changer leur impulsion ou leur énergie, c'est d'absorber ou d'émettre de la lumière. Et rien qu'avec cette question, eh bien, Einstein va être capable de construire, finalement, vous allez le voir, tous les mécanismes dont on a besoin et qui sont révélés être corrects quand la théorie quantique a été développée. Donc, commençons par le papier de 1916. Donc, le papier de 1916, c'est dans celui-là qu'Einstein donc, fait les hypothèses qu'on va voir ensemble concernant l'absorption et l'émission de lumière. Donc Einstein va se donner des modèles d'atomes. On va nous considérer deux types d'atomes. Le premier, ce sera vraiment un atome à deux niveaux, un état fondamental G, un état excité E, avec une fréquence, une pulsation ici oméga A, ou si vous préférez une énergie H bar oméga A entre les deux. Et puis, si on veut prendre en compte correctement la polarisation de la lumière, ça, ce n'est pas très satisfaisant comme modèle d'atome. Il vaut mieux prendre un modèle un petit peu plus compliqué, mais qui permet vraiment de prendre en compte la polarisation correctement. Et c'est une transition entre un état fondamental de moment cinétique 0, donc non dégénéré, et puis un état excité de moment cinétique 1, donc dégénéré 3 fois. Et je prendrai donc là, ici, comme base de ce sous-espace de dimension 3, les trois états EX, EY, EZ. L'état EX, par exemple, c'est l'état dont la projection du moment cinétique selon l'axe X vaut 0. Voilà. Même chose pour Y, même chose pour Z. Bon, c'est des détails, ce n'est pas très important pour ce qui va suivre. Premier processus élémentaire introduit par Einstein, c'est l'absorption. Donc, ce qu'Einstein dit, c'est qu'il va postuler le fait que quand il met ces atomes à deux niveaux, donc on va prendre les deux niveaux pour commencer, dans un champ de rayonnement, eh bien, la probabilité par unité de temps, Einstein définit une probabilité par unité de temps qu'il appelle donc d de PGE sur dt. Cette probabilité par unité de temps, elle est proportionnelle à la densité ρ de oméga, densité de l'intensité lumineuse, à la pulsation de l'atome oméga A, ici. Et puis il introduit un coefficient grand B, qui est donc un coefficient de proportionnalité pour cette probabilité par unité de temps. Donc, encore une fois, dPg vers E, c'est la probabilité que l'atome passe de G à E en un intervalle de temps dt, et c'est proportionnel à la densité d'énergie ρ de oméga, donnée par la loi de Planck, fois grand B. Premier postulat d'Einstein. Deuxième postulat, ceux qui portent sur l'émission. Et là, Einstein introduit, mais c'est une intuition géniale, deux phénomènes, deux processus, l'émission spontanée et l'émission stimulée. L'émission spontanée, c'est de dire que quand on place l'atome dans l'état excité en l'absence de tout rayonnement, eh bien, il peut retomber sur l'état fondamental. Là encore, avec une probabilité par unité de temps d de P de E vers G spontané, qui est simplement proportionnelle à dt fois un coefficient grand A. Et Einstein remarque qu'il postule ça, mais que ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de loi en physique, puisqu'on connaissait déjà à l'époque la loi de décroissance radioactive, et il dit que finalement, ce qu'il postule, c'est quelque chose d'équivalent à la loi de décroissance radioactive. Et puis, il rajoute un troisième processus, qui est l'émission stimulée, qui est donc le fait que si l'atome est, là encore, dans l'état excité, mais en présence de rayonnement, eh bien, le rayonnement peut aider l'atome à descendre, donc ça rajoute une autre probabilité par unité de temps à celle-ci, dPe de Verger stimulé, qui est de nouveau donc, proportionnel à l'intervalle de temps dt, proportionnel à la densité d'énergie ρ de oméga A, et proportionnel à avec un coefficient de proportionnalité B' qu'Einstein introduit. Et ce que Einstein va donc considérer, c'est l'état d'équilibre de l'atome avec ces trois processus à la fois. Donc, vous avez l'état fondamental sur la gauche, l'état excité sur la droite. Vous pouvez passer de la gauche vers la droite en absorbant de la lumière avec cette probabilité par unité de temps B fois ρ. Vous pouvez passer de la droite vers la gauche avec la somme de l'émission spontanée A et de l'émission stimulée B' fois ρ. Et
on écrit l'égalité des flux pour avoir le rapport des populations entre la gauche et la droite. Donc, ce qui va de la gauche vers la droite, c'est B rho fois la population de l'état fondamental G. Ce qui va de la droite vers la gauche, c'est A plus B' rho fois la population de l'état excité PE. Et donc, Einstein déduit de ça le rapport PE sur PG. Et si maintenant on s'impose de retrouver l'état d'équilibre thermodynamique, eh bien, le rapport sur PE sur PG doit être égal à ce qu'on attend de la distribution de Maxwell-Boltzmann. Donc, ça doit être exponentielle de moins h bar oméga sur kT, où T est la température du corps noir. J'ai un système thermodynamique qui est le corps noir, j'ai mon atome qui interagit avec ce système thermodynamique, et si la thermodynamique est valable, est correcte, eh bien, le petit système que je regarde, qui est mon atome, il doit se thermaliser avec le réservoir thermodynamique que je lui ai donné, à savoir le corps noir. Donc je dois trouver un rapport PE sur PG égal à exponentielle moins h bar oméga sur kT, mais le rapport PE sur PG, je le déduis trivialement de cette équation-là, c'est B fois ρ sur A plus B' ρ. Donc les coefficients AB et B' doivent satisfaire la relation B ρ sur A plus B' ρ égale exponentielle de moins h bar oméga sur kT. Et voilà, ça c'est la consistance de la thermodynamique qui impose ça à Einstein au niveau des variables internes, c'est-à-dire de la manière dont l'atome saute de E vers G. Et il est assez clair que dire que cette loi est satisfaite quelle que soit la température, eh bien, ça impose des contraintes sur les coefficients A, B et B'. Première chose que vous pouvez faire, c'est faire tendre la température vers l'infini là-dedans. Donc si la température tend vers l'infini, eh bien, l'argument de l'exponentielle va tendre vers 0, donc l'exponentielle va tendre vers 1. Donc je dois trouver un rapport 1 ici. Et comme ρ tend vers l'infini également, je dois avoir B égale B'. Donc première relation, c'est B égale B'. Ça, je la déduis de la limite température infinie là-dedans. Et puis ensuite, si j'impose B égale B' dans cette relation, et si je me souviens de la valeur de ρ que je vous ai écrite tout à l'heure, la loi de Planck, je l'ai réécrite au tableau ici, si vous voulez la voir mieux. Voilà, elle est écrite ici, mais je l'ai donnée tout à l'heure et elle est écrite dans les notes. Eh bien, si vous imposez cette relation ρ ici dans la fraction que j'ai écrite, eh bien, vous trouvez que, effectivement, je ne vais peut-être pas baisser assez. Voilà, merci. La relation ici est satisfaite quelle que soit la température, pourvu que j'impose au rapport A sur B' cette valeur h bar oméga cube sur pi2 C3. Voilà, donc ça, c'est remarquable. Donc il y a bien une solution au problème qui sera bonne toutes les températures, pourvu que je choisisse mes rapports de coefficients A, B, B' de cette manière suivante. B' sur B égale 1 et A sur B' égale ce rapport. Alors si maintenant on va vers une transition atomique un tout petit peu plus compliquée, par exemple la transition J égale 0, J égale 1 que j'ai donnée tout à l'heure, donc si les niveaux E et G sont dégénérés, eh bien la relation B' égale B est un petit peu modifiée et devient la dégénérescence de l'état G fois B égale la dégénérescence de l'état E fois B'. Je ne le démontre pas là, mais c'est fait dans le papier d'Einstein et ça se déduit assez simplement de considérations du type de ce que j'ai écrit là. Bien. Alors que Einstein est tout à fait satisfait de retrouver ça, et j'ai extrait deux phrases de sa conclusion qui vont nous servir aussi pour la suite. Donc, ce que dit Einstein, c'est remarquable de retrouver évidemment la loi de Planck avec des hypothèses aussi simples. Il remarque que là, lui, il n'a trouvé que les rapports des coefficients. Il a trouvé B sur B' et A sur B', mais il dit que les coefficients A, B et B' pourraient être calculés directement si nous disposions d'une version modifiée de l'électrodynamique et de la mécanique qui soit compatible avec l'hypothèse quantique. À l'époque, on ne savait pas traiter quantiquement l'interaction de l'atome avec le rayonnement électromagnétique, donc on n'avait pas cette version modifiée de l'électrodynamique et de la mécanique, mais ce qu'il dit, c'est que si on l'avait, s'il l'avait eu, il aurait pu calculer A, B et B' correctement. Et puis ensuite, il ajoute la chose suivante, bien que les trois hypothèses concernant l'émission et l'absorption du rayonnement, donc absorption, émission spontanée, émission stimulée, conduisent à la formule de Planck, je suis bien sûr prêt à admettre que ceci ne les élève pas au rang de résultats confirmés. C'est un modèle très très élégant, mais évidemment, ce n'était pas une démonstration rigoureuse. Mais la simplicité des hypothèses, la généralité avec laquelle l'analyse peut être menée sans effort, semble rendre très probable que ce seront les bases d'une future représentation théorique. Et là, je dirais, Einstein est vraiment visionnaire quand il écrit ça, parce qu'effectivement, on continue à parler d'émissions spontanées, d'émissions stimulées, d'absorption 100 ans après. C'est-à-dire qu'il avait, par ce petit raisonnement thermodynamique, vraiment deviné ce qu'allait être la vraie théorie quantique de l'interaction matière-rayonnement.
Donc c'est ce que je vous propose de regarder maintenant, cette approche quantique, parce que c'est quand même celle-là qu'on va utiliser dans toute la suite. Donc je voudrais la regarder maintenant, et puis ensuite je reviendrai sur le deuxième papier d'Einstein, celui de 1917. Donc déjà, un petit changement de notation quand on passe à l'approche quantique. Plutôt que de travailler avec la densité spectrale d'énergie électromagnétique, ce ρ de oméga et de t que j'ai introduit tout à l'heure, c'est plus simple de travailler avec le nombre de photons par mode. Donc ce nombre, 1 sur exponentielle de h bar oméga sur kt, il est en relation directe avec ρ, simplement j'enlève le préfacteur h bar oméga cube sur pi 2c3. Incidemment, ce préfacteur h bar oméga cube sur pi 2c3, c'est exactement le même préfacteur que celui qui relie le coefficient grand A au coefficient B' qu'on a trouvé tout à l'heure dans le raisonnement d'Einstein. Donc ça va jouer un rôle dans la suite. Donc ça, c'est le nombre de photons par mode que j'introduis, c'est-à-dire que je suppose que mon rayonnement est dans une grande cavité, c'est par exemple l'intérieur de mon corps noir de tout à l'heure, l'intérieur de mon four. Donc je quantifie le rayonnement à l'intérieur de cette cavité, et chaque mode du rayonnement est caractérisé par son vecteur d'onde k et sa polarisation epsilon, si je prends des conditions limites périodiques. Et donc ce nombre de photons par mode, c'est le nombre de photons que j'ai pour un mode avec un vecteur d'onde et une polarisation bien déterminée. Alors comment est-ce qu'on se pose en termes modernes, si je puis dire, les questions que Einstein se posait en 1915-1916? Eh bien, là, je vais aller assez vite, les calculs sont détaillés, sont faits dans les notes, mais je veux quand même le resituer dans le cadre d'un cours moderne. Donc, si je commence par l'émission d'un photon, donc je prends ma transition J égale 0, J égale 1, je suppose que mon atome est initialement dans l'état excité, donc dans un des trois états EX, EY ou EZ, donc c'est ce que j'appelle EJ ici, J égale X, Y, Z, et puis cet atome est donc plongé dans le rayonnement du corps noir. Donc ce rayonnement du corps noir, en termes modernes, je le décris en termes de nombre de photons, je dis que j'ai un certain nombre de photons dans chaque mode à l'intérieur de mon four, donc c'est ce que j'écris par cette petite accolade ici, n de k epsilon, qui me caractérise la population de chacun des modes, sachant que donc, la population moyenne d'un mode, c'est ce qui est écrit ici, c'est la loi de Planck en termes de photons, en termes de nombre de photons. Et puis, ça c'est l'état initial. L'état final, eh bien, c'est l'atome tombé dans l'état G en présence d'un nombre de photons différents dans mon rayonnement du corps noir. Et dans ce que je vais faire ici, eh bien, je vais faire le traitement à l'ordre le plus bas non nul, via ce qu'on appelle la règle d'ordre de Fermi. Et donc l'ordre le plus bas non nul, ça consiste à dire que l'atome est simplement passé de l'état excité à l'état fondamental en émettant un photon. Et il y a donc un mode qui a vu sa population augmenter d'une unité, et tous les autres modes, eux, sont restés égaux. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai un mode que j'appelle K0 epsilon 0 qui a vu sa population augmenter d'unité, donc je suis passé de n indice K0 epsilon 0 à n K0 epsilon 0 plus 1, et alors que tous les autres modes ont gardé le même occupation, donc le n K epsilon est le même que le n' K epsilon, si K epsilon est différent de K0 epsilon 0. Et donc là, une fois qu'on a posé le problème comme ça, eh bien, je dirais qu'on a un terrain connu du point de vue de la mécanique quantique, donc encore une fois, je ne détaille pas tous les calculs, mais on peut définir une probabilité par unité de temps pour que l'atome retombe de I vers G. Donc Einstein avait vu la bonne intuition mathématique. C'est effectivement une probabilité par unité de temps qui est le bon outil pour décrire ce phénomène d'émission incohérente d'un atome. Et cette probabilité par unité de temps, eh bien, on peut l'écrire de la manière suivante. La probabilité d'émission par unité de temps, c'est 2pi sur h bar, fois la somme sur tous les états finaux possibles, donc ces états psi-f qui sont écrits ici, donc somme sur tous les modes K0 epsilon 0 qui vont être peuplés, donc avec un élément de matrice au carré, élément de matrice de l'état initial psi, de l'opérateur qui décrit le couplage de l'atome avec le rayonnement que j'appelle V, que je ne vais pas expliciter ici, et je ferme l'élément de matrice avec l'état final psi-f, et je mets ici une distribution de Dirac de la différence d'énergie entre état final et état initial, c'est-à-dire que je ne garde dans ma somme que les termes qui conservent l'énergie, les termes pour lesquels l'énergie du système atome plus photon est la même avant et après. Donc un petit calcul à faire. Encore une fois, je le saute parce que c'est un calcul classique qu'on trouve dans les livres de mécanique quantique. Et on trouve que cette probabilité d'émission est la somme de deux termes qu'on écrit traditionnellement sous la forme grand gamma plus grand gamma fois n bar étant le nombre moyen de photons à la pulsation atomique oméga A. Voilà. Et ce grand gamma, donc, il se calcule explicitement si vous connaissez la forme de l'hamiltonien grand V ici, forme qu'on connaît maintenant, qu'Einstein ne connaissait pas mais qu'on connaît maintenant. Et ce grand gamma se calcule, il vaut D2, le D c'est le dipôle atomique réduit de la transition, oméga cube sur 3pi epsilon 0 h bar c cube,
des constantes fondamentales bien connues. Et donc ça, c'est à rapprocher, ou à comparer, si vous voulez, à ce qu'Einstein avait intuité en 1916. Et ce qu'Einstein nous proposait pour l'émission, c'était A plus B' ρ. Eh bien, c'est simple de comparer ça à ça. Hein. Tout ce qu'on a à faire pour dire que Einstein a raison, c'est de dire qu'on va dire que ce qu'Einstein appelait grand A, c'est notre grand gamma qui est ici. Et ensuite, Einstein nous imposait un rapport entre A et B', qui était h bar oméga A cube sur pi de C3, mais Einstein mettait en plus ρ ici. Nous, on travaille plutôt avec les nombres de photons n bar, et j'ai remarqué tout à l'heure que, je le remets encore en lumière, j'ai remarqué tout à l'heure que le coefficient de proportionnalité entre ρ et n bar, ce h bar oméga cube sur pi de C3, c'est exactement le même que le coefficient de proportionnalité qu'Einstein proposait entre A et B'. Donc tout va bien, il n'y a aucun souci, parce que je peux effectivement, en gardant le rapport entre A et B' que Einstein proposait, écrire ça sous la forme gamma plus gamma fois n bar, avec, encore une fois, cette définition de gamma. Donc, tout va bien au niveau de l'émission. On retrouve exactement ce qu'Einstein nous proposait, l'émission spontanée ici, l'émission stimulée là. Et, comme je le disais, c'est plus simple à écrire en termes de nombre de photons qu'à écrire en termes de densité d'énergie. On a gagné ça par rapport à Einstein. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Qu'en est-il de l'absorption? Eh bien, je fais exactement le même type de calcul, mais cette fois-ci, je prends comme état initial l'atome dans l'état fondamental G, en présence d'un certain nombre de photons dans chaque mode. L'état final, c'est l'atome qui est passé en état excité avec des nombres de photons différents dans les modes. Et là encore, je suppose qu'il y a eu un seul processus élémentaire. Donc, il y a un des modes qui a décru d'une unité. J'ai un photon qui a disparu dans un des n', et tous les autres sont restés les mêmes. Et quand on fait ça, eh bien, on trouve que la probabilité d'absorption s'écrit 3 fois n bar fois gamma, le même gamma que la diapositive précédente. Donc, si je transpose ça en langage einsteinien, je retrouve que B doit être égal à 3B'. Donc, le coefficient pour l'absorption doit être 3 fois le coefficient pour l'émission. Et ça, c'est conforme à ce que je vous disais en présence de niveau dégénéré. Je vous ai dit qu'en présence de niveau dégénéré, il fallait écrire ça dg fois B égale dE fois B'. dg, la dégénérescence de l'état fondamental G est égale à 1. dE, la dégénérescence de l'excité est égale à 3. Donc, j'ai bien, d'après Einstein, B égale 3B', qui est ce que je trouve ici. Donc, tout va bien. Tout va bien, l'approche quantique valide complètement ce qu'Einstein avait proposé. Ça fournit, comme Einstein l'avait pressenti, les valeurs explicites des coefficients grand A, grand B, grand B'. Je vous ai dit que je pouvais calculer le coefficient grand A qui est égal à gamma en fonction du dipôle atomique. Et ça, donc, je n'ai pas seulement leur rapport, j'ai leurs valeurs explicites. Et je peux calculer l'état stationnaire de mon atome soumis à ce rayonnement du corps noir. Donc là, c'est simplement l'égalité des flux de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, ou du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et je trouve ces résultats-là qu'on réutilisera dans la suite. Donc, comme ici j'ai 3 niveaux en haut, un niveau en bas, le dénominateur s'écrit 4n bar plus 1, et la population d'un des états excités, c'est n bar sur 4n bar plus 1, et j'ai 3 états de ce type-là, et la population d'état fondamental, c'est n bar plus 1 sur 4n bar plus 1. Vous vérifiez que la somme des 4 populations, un état fondamental et 3 états excités, ça vaut bien 1. Tout est sous contrôle. Bien. Question d'Einstein dans son article de 1917, donc on progresse d'une année. Tout ça, c'est très joli. J'ai trouvé la thermalisation des variables internes de l'atome. Donc je trouve bien que les populations des différents états internes s'équilibrent et prennent une population qui est compatible avec la loi de Boltzmann avec la température imposée par mon rayonnement du corps noir. Est-ce que je peux étendre cette idée de thermalisation aux variables externes de l'atome, à savoir la vitesse de leur centre de masse? Est-ce que la vitesse chromatique moyenne de mes atomes, quand il absorbe et qu'il émet des photons, est-ce qu'elle est égale, est-ce qu'elle est telle, cette vitesse chromatique moyenne, que 1,5 de mv2 égale 1,5 de kT? Et c'est ça qui va nous occuper maintenant. Alors pour ça, Einstein fait un détour par le mouvement brownien, et nous on va le faire aussi, ce détour, parce qu'en fait, ce détour il va être très utile dans toute la suite. C'est-à-dire que tout ce problème de l'interaction d'un atome avec le rayonnement, que ce rayonnement soit le rayonnement du corps noir comme aujourd'hui, ou le rayonnement d'un laser avec des phénomènes d'émission spontanée, eh bien, il va se décrire avec des concepts de type mouvement brownien, à savoir des forces de friction, des coefficients de diffusion en impulsion, des coefficients de diffusion en position.
Donc j'ai choisi ici de faire un bref rappel sur le mouvement brownien. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent déjà tout ça, mais néanmoins, pour être bien sûr qu'on a tous le même vocabulaire, je vais passer un petit peu de temps sur le mouvement brownien, et puis ensuite, je reviendrai sur le problème d'Einstein de 1917. Alors, le mouvement brownien, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, le mouvement brownien, on sait tous ce que c'est ce que se passe quand je prends une particule brownienne, donc quelque chose d'assez, disons, mésoscopique, et que je le plonge, disons, dans un liquide. Quand on regarde cette particule brownienne au microscope, on trouve qu'elle est agitée d'un mouvement incessant. Au début, les gens pensaient même que ça avait à voir avec de la vie. En fait, non, il n'y a pas de phénomène biologique là-dedans, c'est purement physique. Mais néanmoins, il y a un mouvement incessant qui est lié au choc permanent des molécules du fluide sur la particule brownienne. Donc là, ici, vous avez des trajectoires. En fait, ça c'est tiré de l'ouvrage de Jean Perrin, qui avait beaucoup étudié ça. C'est l'ouvrage qui s'appelle Les atomes, mais dans lequel il parle beaucoup du mouvement brownien. Donc voilà le type de mouvement que cette grosse particule dans un bain de petites molécules. Et une des manières de décrire le mouvement brownien, de manière très, très commode, très économique, c'est l'approche équation de Langevin. On en verra une deuxième dans un instant, mais je vais commencer par l'approche équation de Langevin. L'approche équation de Langevin, ça nous dit que l'équation du mouvement de la particule brownienne, donc la dérivée par rapport au temps de son impulsion, dp sur dt, eh bien, cette équation de mouvement contient deux forces bien distinctes. La première, c'est une force qui est déterministe, c'est une force de friction. F égale moins alpha P. Cette force, je peux la calculer, par exemple, à partir de la loi de Stokes. Si je prends ma particule brownienne sphérique, si je connais la viscosité du fluide dans lequel bouge ma particule, eh bien, je suis capable de calculer la force en moins alpha P qui agit sur ma particule et qui amortit son mouvement. Bien, celle-ci, elle est simple à comprendre, pas de problème. Deuxième force, c'est une force aléatoire, force de Langevin, F de t, qui va représenter donc les fluctuations qui sont causées par les chocs aléatoires des petites molécules du fluide sur ma particule brownienne. Et celle-ci est plus subtile, et c'est sur celle-ci que j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps dans les diapositives qui viennent. Avant ça, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a donc une équation différentielle ici, qui est une équation différentielle stochastique, puisque j'ai ici un élément aléatoire dans mon équation différentielle. Et le problème, c'est donc quelle hypothèse, à quelles conditions est-ce que je dois faire sur la force de friction, c'est-à-dire le quotient alpha, et sur la force de Langevin F de t, pour avoir thermalisation. Et dans ce contexte, avoir thermalisation, c'est dire que la distribution stationnaire en impulsion de ma particule brownienne doit être une distribution de Maxwell-Boltzmann, à la puissance moins P2 sur 2P0 carré, où P0, donc l'impulsion quadratique moyenne, doit être telle, encore une fois, si je prends l'impulsion selon une composante, telle que P0 carré sur 2M égale 1,5 de kT. Donc, qu'est-ce que je dois mettre comme hypothèse sur mes deux ingrédients ici, friction et force de Langevin? Donc, essayons de mieux caractériser cette force de Langevin. Qu'est-ce qu'on va dire sur elle? Bien, on va s'intéresser essentiellement à ces deux premiers moments dans ce qui suit, c'est-à-dire que je vais regarder sa valeur moyenne et sa fonction de corrélation à deux temps, f de t, f de t'. Donc, quand je parle de moment, donc je parle de moyenne de la force, c'est une moyenne qu'il faut comprendre comme étant prise sur différentes réalisations du désordre, le désordre étant lié à la position, à un instant donné, des molécules du fluide autour de ma particule brownienne. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans ces crochets ici, c'est une moyenne sur ce désordre. Donc, on va poser pour commencer que la moyenne à un temps, la moyenne de f de t est nulle. Ça, c'est assez logique. À un instant donné, la force déterministe, enfin, tout ce qui est déterministe, c'est la force de friction, ça je l'ai mis dans le moins alpha p, donc tout ce qui me reste, c'est quelque chose de valeur moyenne nulle. Donc voilà, c'est la première hypothèse. Seconde hypothèse, donc ça me caractérise la fonction de corrélation d'une composante selon l'axe I de la force de Langevin et une composante selon l'axe J, à un instant t pour la première, t' pour la seconde. Et ça, eh bien, on va faire une hypothèse qui est une hypothèse simplificatrice importante. On va supposer que c'est une distribution de Dirac en temps, c'est-à-dire que c'est un delta de t moins t'. En d'autres termes, la valeur de la force de Langevin à un instant t est complètement décorrélée de ce que valait cette force aux instants antérieurs ou aux instants postérieurs. Cette force est une mémoire infiniment courte. Alors ça, c'est une approximation, bien sûr. En réalité, cette force a une mémoire finie, c'est-à-dire que si je regarde la valeur de la force de Langevin, c'est-à-dire finalement, est-ce que j'ai un peu plus de molécules qui tapent sur la droite que sur la gauche à un instant donné? Eh bien, si je regarde un instant très, très
proche dans le futur ou dans le passé, et par très très proche, j'entends très court devant un temps typique de collision d'une molécule sur la particule brownienne, ben, la force n'aura pas eu le temps de changer. Le temps que la force change, de savoir à un moment j'en ai plus sur la gauche que sur la droite, et puis après j'en aurai plus sur la droite que sur la gauche, le temps qu'il faut pour que ça change, c'est le temps typique de collision entre une molécule du fluide et puis la particule brownienne. Donc l'approximation de mémoire infiniment courte, ce n'est qu'une approximation. Encore une fois, il y a un temps de corrélation fini pour cette force de Langevin, mais disons qu'on peut, vous allez le voir, faire les calculs très simplement si on met cette approximation de mémoire infiniment courte. Donc c'est ça qu'on va faire. Je suppose aussi que j'ai une décorrélation complète entre les différentes composantes, hein, c'est-à-dire que cette chose-là n'est non nulle que si I est égal à J, mais si je prends fx de t et fy de t', eh ben, ça vaut 0, quel que soit t et t'. Et puis enfin, j'ai un coefficient qui vient se mettre devant, que j'écris 2 fois dp, et dp, on va le voir dans un instant, s'interprète physiquement comme étant le coefficient de diffusion en impulsion. Voilà, alors une fois qu'on a posé ça, ben, vous allez voir, les calculs sont très simples. Et la manière de s'y prendre pour faire les calculs, ben, c'est de revenir à l'équation de Langevin qui est écrite là-haut, et puis de l'intégrer, cette équation, l'intégrer formellement. Donc, si je me donne la valeur de l'impulsion à l'instant 0, P de 0, eh bien, je sais que la valeur de l'impulsion P à l'instant t, ce sera simplement P de 0 puissance moins alpha t, plus l'intégrale du deuxième membre, et puissance moins alpha t moins t', f de t', dt'. Si vous voulez, j'intègre, c'est une équation différentielle du premier ordre, et ce que je fais, c'est ce qu'on appelle la méthode de variation de la constante pour obtenir ça, pour se débarrasser du terme source. Voilà, donc ça c'est valable hein, tout le temps, et je peux donc prendre la moyenne de cette équation sur différentes réalisations du désordre. Je vous ai dit que la moyenne à un temps f de t' sera nulle, donc si je prends la moyenne de ça, ben, le deuxième terme s'élimine, et je trouve simplement que l'impulsion moyenne p de t décroît avec le temps, avec la constante de temps caractéristique, 1 sur alpha, j'ai p de t égale p de 0 puissance moins alpha t. Voilà, donc au bout d'un temps de l'ordre de 1 sur alpha, si ma particule avait une vitesse moyenne qui allait par exemple vers la gauche, eh bien cette vitesse s'est amortie. Bien, alors ça ne suffit pas pour préciser l'équilibre thermodynamique. Pour préciser l'équilibre thermodynamique, il faut que je calcule l'énergie cinétique moyenne. C'est ça qui m'intéresse maintenant, c'est la valeur moyenne de P carré. Donc, je repars de ce que je vous ai dit, l'équation de Langevin qui est écrite ici, son intégration avec cette méthode de variation de la constante là, entre 0 et t, et je vais m'intéresser donc, non pas à l'impulsion moyenne, mais à la valeur moyenne de son carré. Donc, je prends une composante donnée, J, X, Y ou Z, et je regarde comment varie PJ carré, valeur moyenne de PJ carré. Donc, D sur dt de PJ carré. Donc là, je dérive mon produit, j'ai 2 fois PJ dPJ sur dt. Pour le dPJ sur dt qui est ici, je réinjecte mon équation de Langevin qui est là, donc je vais avoir 2 termes. Le premier, ce sera moins 2 fois valeur moyenne de PJ carré, et le deuxième terme, la contribution de f de t, ce sera plus 2 fois valeur moyenne de PJ de t, c'est le premier terme qui est ici, fois FJ de t, c'est la force de Langevin qui était là. Voilà, donc je suis ramené à essayer d'évaluer la fonction de corrélation entre l'impulsion à un instant t et la force de Langevin au même instant. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Ben, ce n'est pas compliqué, en utilisant la forme intégrée qui est ici. Si je prends donc, ce produit PJ-FJ, je vais trouver que c'est PJ est PJ de 0, FJ de t, fois puissance moins alpha t, plus l'intégrale entre 0 et t, donc je remplace mon impulsion par f de t' dt' ici, donc j'ai un FJ de t', FJ de t, intégré avec ce puissance moins alpha t moins t' dt'. Et là, qu'est-ce que je dis? Eh bien, pour le premier terme, déjà, je vous ai dit que la force de Langevin était à mémoire infiniment courte, hein, donc la force de Langevin à l'instant t ne va pas dépendre de l'impulsion à l'instant 0. Donc la fonction de corrélation PJ de 0 FJ de t vaut 0. En revanche, ici, je vais avoir des choses non nulles, puisque là, j'intègre entre 0 et t, et donc, comme je regarde le produit FJ de t', FJ de t, j'ai dans mon segment d'intégration entre 0 et t, j'ai précisément l'instant t' égale t, où là, j'ai une corrélation non nulle entre la force de Langevin et elle-même. Donc, je me retrouve, si je me souviens que ça, c'est une description de Dirac de t moins t', et si je pose tau égale t moins t', je me retrouve avec l'intégrale entre 0 et t de delta de tau des taux avec puissance moins alpha tau, et ça vaut simplement 1,5. L'intégrale de la description de Dirac entre l'infini et puis moins l'infini et puis la valeur 0, c'est simplement 1,5. Donc le 2 qui était là s'élimine, et je trouve ici dp. Voilà, donc
ça me donne donc la fonction de corrélation entre l'impulsion à un instant donné et la force de Langevin au même instant. Eh bien, c'est simplement ce que j'ai appelé un coefficient de diffusion. Et l'équation d'évolution cherchée donc, est la suivante. Si je regarde dpj carré sur dt, donc ce que j'avais écrit ici, j'ai le premier terme qui est le moins 2 alpha j pj carré, que j'ai laissé tel quel, ici, et puis le deuxième terme, 2 fois cette valeur moyenne que je viens de calculer ici, donc 2 fois dp. Voilà. Donc finalement, l'évolution de l'énergie cinétique, elle se fait sous l'effet de deux termes antagonistes, mais qui sont maintenant tous les deux déterministes, hein, puisque j'ai pris les moyennes. Un premier terme qui tend à amortir la valeur moyenne de p carré, avec la constante de temps 1 sur 2 alpha, donc c'est le premier terme ici, et puis le second terme qui au contraire tend à augmenter l'énergie cinétique moyenne avec le coefficient de dp. Et là, ça justifie d'ailleurs cette écriture, ce que j'ai l'appellation coefficient de diffusion en impulsion, puisque ce que je trouve, c'est que si je prends seulement le deuxième terme, donc le terme qui vient de la force de Langevin, eh bien je trouve que l'impulsion quadratique moyenne, P2 sur P carré, augmente linéairement avec le temps, puisque d sur dt de P carré, c'est une constante, ça augmente linéairement avec le temps, avec donc une pente de dp, donc ça justifie pourquoi est-ce que dp est appelé coefficient de diffusion en impulsion. C'est la pente, si vous voulez, enfin c'est la moitié de la pente de la croissance de P carré avec le temps. Bien, alors quelle est la solution de cette équation? Ben, ça c'est tout facile, hein. C'est une équation différentielle du premier ordre, cette fois-ci elle est plus stochastique, elle est déterministe. Donc je peux résoudre ça, en particulier je peux m'intéresser au régime stationnaire, donc je mets le deuxième membre égal à 0, et donc j'obtiens que 2 alpha pj carré de t égale 2 dp, et donc j'obtiens que pj carré stationnaire égale dp sur alpha. Ou en d'autres termes, pj carré sur 2m, l'énergie cinétique moyenne sur une des trois composantes de l'espace, eh bien, ce sera de la forme 1,5 de kBt en posant kBt égale dp sur m alpha, puisque ici j'ai besoin de mettre 2m au dénominateur, donc, et ça c'est 1,5 de kt, donc j'ai besoin de mettre dp sur m alpha égale kt. Voilà. Donc, je peux effectivement obtenir une énergie cinétique stationnaire dans ce problème. Je peux lui assigner une certaine température, et cette température est reliée aux deux paramètres de mon problème, la friction d'une part et la diffusion d'autre part, le coefficient de diffusion qui vient de la fonction de corrélation de la force de Langevin d'autre part, via cette relation. Et alors là, eh bien, il y a deux situations possibles dans la physique. Première situation, je connais le coefficient de friction, c'était la situation dans le mouvement brownien à l'âge ampérin. On connaît le coefficient de friction alpha, comme j'ai dit par exemple via la loi de Stokes. On connaît la température de notre fluide, et donc ce qu'on peut faire, c'est en déduire le coefficient dp pour que l'équilibre thermodynamique soit vérifié. Je ne connais pas dp, je connais alpha, et j'en déduis donc que dp est égal à m alpha fois kBt pour garantir l'équilibre thermodynamique. C'est une sorte de théorème fluctuation-dissipation qui me permet de calculer, connaissant alpha et connaissant la température, de calculer le coefficient de diffusion. Deuxième situation possible, et c'est celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est quand je dispose d'une théorie microscopique de l'interaction entre ma particule brownienne et une fluide. Je vais vous dire dans un instant ce que sera la particule brownienne et ce que sera le fluide, mais disons que je dispose d'une théorie microscopique de l'interaction entre la particule brownienne et le fluide. Et à ce moment-là, si j'ai ma théorie microscopique, je suis capable de calculer séparément la friction alpha et le coefficient de diffusion dp. Et à ce moment-là, eh bien, je peux calculer le membre de gauche indépendamment du membre de droite, et je peux vérifier si oui ou non le membre de gauche est égal au membre de droite. C'est-à-dire que je connais la température de mon fluide, je peux calculer dp, je peux calculer alpha, et donc je peux vérifier a posteriori si j'ai bien dp sur m alpha égale kBt. Sinon, si ce n'est pas vérifié, c'est que j'ai un modèle qui n'est pas autocohérent. En revanche, si c'est bien vérifié, c'est que j'ai fait quelque chose qui est a priori correct sur le plan de la thermodynamique. Bien, comme je dis, c'est dans cette deuxième situation qu'on va être et qu'on va pouvoir vérifier que, effectivement, les hypothèses d'Einstein sont bien compatibles avec la thermodynamique. Alors, ça, ce que je vous ai dit, c'était donc une première approche au mouvement brownien, qui était cette approche force de Langevin, qui est très simple à mettre en œuvre. Il y a une deuxième approche qui est un petit peu plus lourde, mais qui donne plus de renseignements, en tout cas plus de renseignements immédiats, qui est l'approche Fokker-Planck, par équation de Fokker-Planck. Alors, je ne vais pas la détailler, je vais essayer de la dériver
à peu près correctement dans les notes. J'ai aussi donné une référence à un très bon livre de Van Kampen dans lequel c'est fait très très soigneusement. Donc là, je me contente de donner les résultats de cette approche équation de Fokker-Planck. C'est une approche qui en fait est équivalente à l'approche équation de Langevin, mais dans laquelle on voit mieux les approximations qu'on est amené à faire. L'approche équation de Fokker-Planck, ça consiste à écrire une équation d'évolution pour la distribution de probabilité P ronde de P et de T. Donc P ronde de P et de T, c'est la densité de probabilité pour avoir ma particule brownienne et l'impulsion P à l'instant T. Donc comme je dis, c'est une approche qui a priori est plus ambitieuse que l'approche équation de Langevin, qui me donnait simplement les premiers moments, c'est-à-dire ça me donnait l'approche équation de Langevin me donnait simplement valeur moyenne de P, valeur moyenne de P2. Là, ça me donne toute la distribution. Il y a une hypothèse essentielle pour écrire cette équation de Fokker-Planck, une hypothèse qui était implicite dans l'équation de Langevin, mais qui là est vraiment explicite, c'est que la manière dont la particule brownienne interagit avec le fluide se fait par des sauts d'amplitude faibles. Ce que j'entends par là, c'est de dire que quand j'ai un choc entre ma particule brownienne et ma molécule du fluide, donc la particule brownienne voit son impulsion changer dans un choc, son impulsion passe de P à P plus Q, eh bien, l'hypothèse essentielle pour établir l'équation de Fokker-Planck, c'est que petit q soit petit devant l'impulsion caractéristique de ma particule brownienne P0. Donc si je suis à l'équilibre thermodynamique, l'impulsion caractéristique de la particule brownienne, c'est racine de m kBt, puisque P0 carré sur 2m, c'est 1,5 kBt. Donc c'est racine de m kBt. Donc il faut supposer que les chocs transfèrent peu d'impulsions à chaque fois. J'ai beaucoup de chocs, bien sûr, mais à chaque choc élémentaire, j'ai peu d'impulsions transférées à chaque fois à ma particule. Et quand on fait cette hypothèse-là, eh bien, on peut donc montrer avec quelques autres hypothèses, mais qui sont détaillées dans les notes, qu'on obtient effectivement une équation d'évolution pour cette densité de probabilité P ronde. C'est une équation dérivée partielle, puisque j'ai deux variables, l'impulsion et le temps. Et cette équation s'écrit, alors là j'ai écrite à une dimension d'espace, et puis une dimension de temps. Elle se met sous la forme de deux termes, donc dP ronde sur dt, dérivée par rapport au temps de P ronde. Ça se fait sous une forme de deux termes, une dérivée première par rapport à l'impulsion et une dérivée seconde par rapport à l'impulsion. La dérivée première, eh bien, c'est simplement notre force de friction qu'on retrouve ici, alpha fois d sur dp de petit p l'impulsion fois P ronde. Donc ça, c'est la force de friction. Et deuxième terme, eh bien, c'est un terme qui est proportionnel au coefficient de diffusion dp qu'on a introduit tout à l'heure, qui venait dans la force de corrélation de la fonction de Langevin, de la force de Langevin, fonction de corrélation de la force de Langevin. Et ce terme-ci a bien la structure d'un terme de diffusion, puisque c'est une dérivée seconde de ma fonction P ronde, distribution de probabilité de l'impulsion. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de voir le problème, de voir la dynamique du problème, en termes non pas d'une trajectoire brownienne donnée, comme la force de Langevin le représente, mais moyennée déjà sur les trajectoires, l'évolution de la distribution de probabilité. Alors, là, voici cette équation. Quel est son régime stationnaire? Eh bien, ce n'est pas compliqué de la prendre et puis de vérifier qu'il y a comme état stationnaire, il y en a d'autres, mais celui qui va nous intéresser, c'est simplement une distribution gaussienne, et puissance moins p carré sur 2p0 carré. Je vous laisse le vérifier, ça marche bien. Et la valeur de p0 carré, donc la valeur de l'impulsion quadratique moyenne ici, eh bien, c'est simplement le rapport dp sur alpha. Si vous injectez cet ansatz là dans cette équation, vous trouvez que c'est effectivement cet ansatz gaussien est effectivement solution de l'équation, pourvu que vous choisissez bien P0 carré égal au rapport coefficient de diffusion sur coefficient de friction. Donc on retrouve qu'on a bien un équilibre thermodynamique caractérisé par une température kBt égale dp sur m alpha, puisque si vous faites P0 carré sur 2m égale 1,5 kt, vous retrouvez dp sur m alpha. Mais ce qui est satisfaisant, là, c'est qu'on ne se contente pas de le retrouver au niveau de la valeur moyenne de l'impulsion quadratique moyenne, P carré sur 2m, mais on trouve bien que la distribution complète de probabilité, c'est bien Maxwell-Boltzmann. Donc, pour une particule unique, on retrouve bien ce qu'on attend pour un équilibre thermique. Pas seulement au niveau, encore une fois, des valeurs moyennes, mais de toute la distribution. Bien. Une remarque qui va être utile dans toute la suite, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent aussi, mais je préfère le dire parce que je vais l'utiliser fréquemment. C'est une remarque sur ce coefficient de diffusion d'impulsion, sur sa structure mathématique, donc dp ici. dp, si vous regardez ce que j'ai écrit ici, j'ai donc dit p0 carré égale dp sur alpha, donc ce que je pourrais écrire évidemment dp égale p0 carré fois alpha. Et ça a une structure mathématique bien claire qui est
valable quand vous voulez calculer un coefficient de diffusion quel qu'il soit, pas seulement en impulsion, mais ça peut être en position, en énergie. Quand vous avez un problème de marche au hasard, eh bien là, j'ai un problème de marche au hasard donc, avec une particule brownienne qui a une impulsion moyenne P0, et j'ai trouvé un temps d'amortissement pour mon impulsion qui était alpha-1. En d'autres termes, j'ai une sorte de rafraîchissement de cette impulsion de ma particule tous les 1 sur alpha. Donc si je regarde la particule à un instant donné, le module de son impulsion est certainement P0, mais je ne connais pas sa direction, et cette direction est remise à 0, si vous voulez, enfin, les compteurs sont remis à 0 tous les temps 1 sur alpha. Eh bien, la structure du coefficient de diffusion, une fois qu'on a identifié ce P0 et ce temps de rafraîchissement alpha-1, eh bien, cette structure de coefficient de diffusion, je peux l'écrire finalement P0 carré, donc le carré du pas de la marche au hasard, fois donc le taux de renouvellement alpha. Donc ça, c'est une structure générale pour un coefficient de diffusion, carré du pas de la marche au hasard, fois le taux de renouvellement. Je le trouve ici dans le cas de la diffusion en impulsion, mais on va l'appliquer dans un instant à la diffusion en position, et on l'utilisera fréquemment dans ce cours, cette structure d'un coefficient de diffusion. Alors précisément, regardons ce qu'on vient de faire maintenant dans l'espace des positions. Et je vais utiliser, comme je le dis, cette structure d'un coefficient de diffusion. Si je reprends les trajectoires de Jean Perrin ici, eh bien, ces trajectoires sont tracées non pas dans l'espace des impulsions, mais dans l'espace des positions. Il regardait avec son objectif microscope où était à un instant donné sa particule brownienne. Et ce qu'on trouve, c'est que dans l'espace des positions, le mouvement brownien est purement diffusif. C'est-à-dire que j'ai une équation d'évolution pour delta x carré qui est simplement du type d sur dt de delta x carré égale une constante. Et cette constante, je vais l'écrire 2 fois un quotient de diffusion en position, dx. Et on peut calculer dx à partir de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il faut intégrer une deuxième fois l'équation du mouvement pour avoir la position et non pas l'impulsion comme je l'ai fait jusqu'ici. Et la valeur de dx qu'on trouve, eh bien, elle est écrite ici. C'est le rapport entre le coefficient de diffusion dp et puis au dénominateur m carré fois alpha 2. Et cette coefficient de diffusion-là, eh bien, vous pouvez l'écrire sous une forme qui va rappeler exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous pouvez l'écrire sous la forme V0 sur alpha au carré fois alpha. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Eh bien, V0 sur alpha, c'est donc V0, c'est une vitesse, hein, c'est le P0 sur M, donc la vitesse relative moyenne de ma particule brownienne, divisé par alpha. Alpha, je vous rappelle que c'est l'inverse d'un temps. Donc V0 sur alpha, c'est une longueur, et c'est la longueur moyenne que parcourt la particule pendant le temps alpha-1, c'est-à-dire le temps de rafraîchissement. Donc ça va être plus ou moins la longueur des segments ici que je trouve avant que ma particule brownienne ne change de direction. Et je multiplie encore une fois par le taux de rafraîchissement, donc j'ai un quotient de diffusion en position cette fois-ci. En position, j'ai une marche au hasard avec un pas V0 sur alpha et un taux de rafraîchissement alpha. Donc cette structure de quotient de diffusion qui est égale à celle-là. Vous pouvez, si vous injectez la valeur de V0, vous trouvez la même chose. Voilà, donc ça je vais l'utiliser tout à l'heure, et encore une fois, ce raisonnement en termes de quotient de diffusion reviendra fréquemment dans les cours qui suivent. Bien, et bien là maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour aborder l'article d'Einstein de 1917 sur la thermalisation du gaz au sens des variables externes. Donc le problème d'Einstein, le revoilà. J'ai mon atome qui est dans son four, mes atomes qui sont dans le four, éclairé par le rayonnement du corps noir émis par les parois du four. L'atome, je le modélise par cette transition J égale 0, J égale 1. Et ce que fait Einstein, c'est qu'il va utiliser donc une approche mouvement brownien. Approche qu'il connaissait bien, évidemment, puisqu'en 1905, il avait fait un article fondateur sur le mouvement brownien. Donc, il était bien placé pour utiliser ça. Quelle est la particule brownienne dans le problème? Eh bien, c'est l'atome. Quel est le fluide? Eh bien, ce sont simplement les photons du rayonnement du corps noir. Alors, Einstein n'appelait pas ça des photons. Le mot photon est apparu, je crois, en 1926 seulement. Il appelait ça les quanta lumineux. Mais bon, on a le droit d'appeler ça les photons, nous. Donc, voilà. Le fluide, c'est les photons. Et la particule brownienne, c'est l'atome. Et ce que va faire Einstein, eh bien, c'est qu'il va calculer séparément le coefficient de diffusion d'impulsion et le coefficient de friction. Et il va se poser la question, est-ce que le rapport dp sur m alpha est égal ou non à kT, où T est la température du corps noir? Si oui, ça veut dire que son modèle de l'interaction atome-rayonnement tient bien la route, sinon c'est qu'il y a un problème. Alors comment est-ce qu'il s'y prend? Il calcule, donc, comme j'ai dit, séparément ces deux coefficients.
On va commencer par le coefficient de diffusion, qui est le plus simple. Le coefficient de friction est un petit peu plus compliqué à calculer. Donc le coefficient de diffusion, comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, on va dire qu'on prend un atome de vitesse initiale nulle, et puis on va regarder comment augmente la valeur moyenne de P carré. Et ça, c'est la pente à l'origine de l'augmentation de P carré va me donner le coefficient de diffusion. Donc l'atome, il est là, au départ, il est à vitesse nulle, et puis il va commencer à absorber, à émettre des photons. Donc il va subir des chocs, et si je dis comme Einstein que chaque photon a une impulsion h bar k, eh bien chaque choc élémentaire que reçoit l'atome, quand il absorbe ou qu'il émet un photon, lui fait gagner ou perdre l'impulsion h bar k. Donc on suit Einstein, on dit que chaque processus crée donc ce choc, c'est un choc d'impulsion h bar k, qui est donc h bar oméga a sur c, puisque les photons qui comptent, c'est ceux qui sont résonants avec l'atome, donc ils ont un vecteur d'onde k dont le module est égal à oméga a sur c. Si je prends un temps delta t, je vais avoir un certain nombre delta n de chocs, delta n étant proportionnel à delta t, avec un coefficient grand R que je vais calculer dans un instant. Et l'impulsion quadratique moyenne p carré au bout du temps delta t, si je me limite à une composante d'espace, eh bien c'est un tiers parce que j'ai 3 composantes au total, et les h bar k sont dans les 3 directions de l'espace, donc un tiers de h bar de k2, ce que donne un choc élémentaire, fois delta n, le nombre de chocs. J'ai une impulsion, donc les chocs sont en direction aléatoire, donc je somme en moyenne quadratique les delta n chocs, chacun transférant l'impulsion h bar k. Que vaut grand R? Eh bien, grand R, on a tout pour le calculer à partir de ce qu'on a vu ensemble. Quand l'atome est dans l'état fondamental, Pg, on a trouvé tout à l'heure que la probabilité par unité de temps pour qu'il absorbe un photon et passe dans l'état excité, c'était 3n bar fois gamma. Quand l'atome est dans un état excité, on a trouvé tout à l'heure que la probabilité par unité de temps pour qu'il émette un photon, c'était n bar plus 1 fois gamma. Je l'avais écrit sous la forme gamma plus gamma n bar. Bon, c'était n bar plus 1 fois gamma. Donc pour calculer la valeur de grand R, simplement, je vais prendre ces deux choses que j'ai trouvées pour l'état excité ici, pour l'état fondamental là, et le pondérer par la probabilité d'être dans l'état fondamental, Pg, probabilité d'être dans l'état excité, Pe. Et ces deux probabilités, je vous ai donné tout à l'heure, c'était les n bar plus 1, je ne sais pas si je les ai écrites ici, mais non, je ne les ai pas réécrites, mais c'était les n bar plus 1 sur 4n bar plus 1, etc. Donc vous réinjectez le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, et vous trouvez la valeur de grand R. Et vous trouvez 6 gamma, n bar plus 1 sur 4n bar plus 1. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut. Le coefficient de diffusion dp, c'est 1,5 de la croissance de Pj carré, le taux de croissance de Pj carré, donc je prends Pj carré, je divise par delta t, et j'en déduis la valeur du coefficient de diffusion pour mes atomes, h bar 2 k2 gamma, n bar plus 1 sur 4n bar plus 1. Donc cette formule-ci, vous la trouvez dans le papier d'Einstein de 1917, simplement, comme je l'ai dit, Einstein n'utilisait pas n bar, il utilisait ρ, et donc c'est un petit peu plus compliqué comme formule, mais c'est exactement la même si on parle en termes de nombre de photons. Bien, on a donc le coefficient de diffusion, calculé ab initio à partir des premiers principes. Maintenant, la friction. Qu'est-ce qui cause la friction, l'équivalent de la loi de Stokes, pour mon atome qui bouge dans le rayonnement du corps noir? Eh bien, ce que comprend Einstein, c'est que c'est l'effet Doppler qui va jouer ce rôle. Et cet effet Doppler, donc là c'est un dessin que Einstein n'a pas fait, mais qui décrit tel quel dans son article. Si vous prenez l'atome, donc quand je regarde dans le référentiel du corps noir, donc le référentiel où le four est au repos, eh bien, toutes les parois du four sont à la même température, donc ils émettent le même type de rayonnement du corps noir, même type de couleur ici, que j'ai représenté par du orange. Et disons que l'atome bouge vers la paroi qui est droite, et à cause de l'effet Doppler, l'atome ne va pas voir de la même couleur les parois desquelles il se rapproche par rapport aux parois desquelles il s'éloigne. Et l'atome, lui, sonde toujours dans son référentiel le rayonnement à sa fréquence propre, oméga A. Donc, si je reviens dans le référentiel du corps noir, il va sonder le rayonnement du corps noir aux fréquences oméga 1 plus V sur C ou oméga 1 moins V sur C, suivant qu'on regarde la paroi de laquelle il s'approche ou la paroi de laquelle il s'éloigne. Je fais un raisonnement non relativiste, donc là, je n'ai pas des V2 sur C2, et donc je n'ai pas considéré de changement de couleur pour les parois latérales, mais on pourrait après pousser le raisonnement dans le domaine relativiste si on voulait. Donc, ça, c'est le point de départ d'Einstein. Et ce qui est absolument remarquable, et c'est là que c'est vraiment utile de travailler en termes de nombre de photons plutôt qu'en termes de densité d'énergie, c'est que quand vous prenez la loi de Planck exprimée en termes de nombre de photons, ce n bar, je le remets en lumière ici, quand vous prenez ce n bar qui est écrit ici, eh bien ce n bar de oméga à température fixée
est une fonction décroissante de oméga. C'est-à-dire que plus vous allez vers le bleu, plus n bar est petit, plus vous allez vers le rouge, plus n bar est grand. Donc n bar étant une fonction décroissante, ça veut dire que... Ça met du temps, mais c'est... Voilà. Quand vous allez donc, comparer oméga A 1 plus V sur C, oméga 1 moins V sur C, vous trouverez toujours plus de photons à la fréquence oméga 1 moins V sur C que de photons à la fréquence 1 plus V sur C. N bar, encore une fois, est une fonction monotone décroissante de la fréquence. Ce qui veut dire donc que l'atome voit toujours plus de photons résonants qui viennent à sa rencontre que de photons résonants allant dans le même sens que lui. C'est ça que nous dit cette inégalité-là. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris le principe du refroidissement Doppler et on peut faire le calcul. Alors le calcul, là encore, je ne vais pas le détailler. Einstein passe plusieurs pages de son article à le faire, donc ce n'est pas un calcul très très simple, mais il est directement inspiré de ce que j'ai fait tout à l'heure pour la règle de Fermi. Simplement, tout à l'heure, quand je regardais la règle de Fermi, je l'utilisais pour regarder la probabilité que l'atome émette un photon ou absorbe un photon. Là, je vais regarder l'impulsion moyenne delta pz pendant le temps delta t, changement d'impulsion moyenne delta pz pendant le temps delta t, donc je prends une composante au hasard, la composante z, je regarde le changement d'impulsion moyenne pendant le temps delta t, et donc je retrouve presque la même chose que tout à l'heure, j'ai 2 pi sur h bar, ou sur h bar 2, ça dépend de l'argument que je mets ici, je retrouve l'élément de matrice au carré, je retrouve ma distribution de Dirac, simplement, comme je m'intéresse à l'impulsion delta pz, eh bien ici je mets ce que je pense être l'impulsion transférée par le rayonnement sur mon atome, à savoir h bar kz, quand l'atome donc, absorbe un photon dans la direction z. Et cette distribution de Dirac, donc je vous rappelle ce qu'elle fait, elle sélectionne les modes de fréquence ou de pulsation oméga A dans le référentiel de l'atome. Donc elle va aller sélectionner les modes de pulsation oméga plus kz vz dans le référentiel du laboratoire. Et je rappelle que j'ai pris une hypothèse non relativiste ici. Donc j'ai supposé que la vitesse de l'atome était petite devant la vitesse de la lumière, ce qui veut dire que kzvz, que je peux écrire oméga v sur, enfin, d'ordre de grandeur v, oméga v sur c, c'est très petit devant oméga A. Donc ça me permet de faire des développements limités simples, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais voir apparaître le nombre de photons à la pulsation oméga plus kzvz, eh bien je peux dire que c'est à peu près le nombre de photons à la pulsation oméga A plus kzvz fois dn bar sur d oméga, dérivée partielle du nombre de photons par rapport à la pulsation. N bar, je vous rappelle ce que c'est toujours cette loi de Planck qui est ici. Donc, je tourne la manivelle. Après, je vous dis, c'est un calcul un peu fastidieux, mais il n'y a aucune malice dans ce calcul. Et quand je vais calculer tout ça, donc je vais calculer l'impulsion moyenne pendant le temps delta t, donc si vous voulez une force, puisque si je prends le rapport de l'impulsion delta p sur delta t, j'ai la force. Donc je calcule la force. Ce que je trouve, c'est que la force elle est linéaire par rapport à l'impulsion de l'atome, à cause de ce kzvz qui est ici, qui est linéaire en vitesse. Donc ce terme-là ne contribue pas parce qu'il est le même pour la gauche et la droite, c'est ça le terme qui contribue. Donc j'ai quelque chose qui est linéaire en vitesse, donc linéaire en impulsion, et j'ai la valeur du coefficient de friction alpha qui vaut h bar k2 sur m, et donc c'est ça qui est important, gamma fois dn bar sur d oméga, vous avez compris pourquoi c'est ça qui sortait ici, à cause du développement limité, divisé par ce même facteur qu'on a déjà vu apparaître, 4n bar plus 1. Voilà. Donc, on a rempli la première partie de notre cahier des charges, c'est-à-dire qu'on a su calculer directement, ab initio, à partir des premiers principes, le chauffage, décrit par un coefficient de diffusion dp, que j'ai réécrit ici, le refroidissement, décrit par un coefficient de friction alpha, que j'ai réécrit là. Et ce qu'on sait, donc, d'après la théorie du mouvement brownien, prenons par exemple l'approche équation de Fokker-Planck, c'est que mon atome considéré comme une particule brownienne va atteindre un état d'équilibre qui va être une distribution de Maxwell-Boltzmann, caractérisée par une impulsion quadratique P0 carré qui sera le rapport dp sur alpha, ou si vous préférez, une température effective dp sur m alpha, qui est donc donnée par ce rapport h bar, très simple, h bar, n bar plus 1 divisé par dn bar sur d oméga. Encore une fois, c'est presque un coupé-collé de l'article d'Einstein, cette formule-ci. Simplement, Einstein l'écrivait en fonction de ρ et non pas de n bar. Question, est-ce que faisant ça, je retrouve la température du corps noir? Ce n'est pas du tout évident que ça va marcher. Eh bien, la réponse est oui. C'est-à-dire que si vous injectez la loi de Planck là-dedans, cette loi en 1 sur exponentielle h bar oméga sur kt-1, vous calculez votre dérivée par rapport à oméga, vous mettez au numérateur le n bar plus 1, eh bien, vous trouvez exactement
que KBT effectif calculé comme ça est égal à KBT, la température du corps noir. Donc ça, c'est absolument remarquable, c'est-à-dire que c'est la loi du corps noir qu'il faut prendre si vous voulez vous assurer que votre atome se thermalise bien au sens des variables externes. C'était déjà ça qu'il fallait prendre avec les variables internes et les rapports A sur B, mais c'est bien ça qu'il faut prendre ici si on veut que les variables externes se thermalisent. Alors Einstein est très content de trouver ça, évidemment. Il est d'autant plus content que ça valide la notion d'échange d'impulsion entre la matière et le rayonnement. Le raisonnement de 1916, qui portait donc sur les variables internes, ne portait que sur les échanges d'énergie, c'est-à-dire on disait que quand l'atome passait de l'état fondamental à l'excité, il a gagné l'énergie H bar oméga. Mais ça ne disait rien sur l'impulsion qui était échangée. Là, au contraire, l'impulsion joue un rôle central. C'est parce que j'ai dit que l'impulsion que je gagnais ou perdais H bar K quand j'absorbais ou j'émettais un photon, que j'ai pu trouver mon coefficient de friction alpha, et le coefficient de diffusion également. Donc, la première conclusion d'Einstein, c'est le résultat le plus important à mon sens est celui qui porte sur les impulsions transférées à la molécule du fait de l'émission et de l'immersion dans le rayonnement. Si l'une de nos hypothèses relatives aux impulsions était modifiée, l'équation, alors il ne l'écrit pas comme ça, mais bon, je me suis permis de la mettre sous notre forme à nous, KBT sur dPm alpha ne serait plus vérifiée. Et puis, il fait une petite autocritique. La faiblesse de la présente théorie réside d'une part dans ce qu'elle ne nous rapproche guère d'une unification avec les théories ondulatoires, d'autre part en ce que les instants et les directions des processus élémentaires y sont livrés au hasard. Malgré tout, j'ai pleinement confiance dans la sûreté de la démarche suivie ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'une part et d'autre part? D'une part, ça nous rapproche guère d'une unification avec la théorie ondulatoire. Bon, certes, Einstein n'a pas quantifié le rayonnement, c'est Dirac qui va le faire nettement plus tard, donc de ce point de vue-là, ça reste assez heuristique, sa manière de décrire l'absorption et l'émission. Mais comme on l'a vu, il a eu complètement la bonne intuition d'introduire une probabilité par unité de temps, et puis les trois processus, absorption, émission spontanée, émission stimulée. Quant au d'autre part, on est bien obligé de lui dire qu'on n'a pas fait mieux depuis. C'est-à-dire qu'Einstein, dans ce que vous trouvez ici, vous retrouvez son leitmotiv qui est qu'il n'aime pas du tout l'aspect aléatoire des choses, et donc il était convaincu, comme on le sait, via sa phrase « Dieu ne joue pas au dé », qu'il y aurait un jour une théorie qui serait déterministe et qui rendrait compte de l'univers microscopique tel qu'on le connaît. On sait que non, on sait que ça ne marche pas. On sait que le hasard, il est bien là dans la mécanique quantique et on ne peut pas y échapper. Donc, le fait que les instants et les directions des processus élémentaires soient livrés au hasard, c'est toujours vrai dans la théorie quantique moderne. On n'a pas fait mieux depuis Einstein. Donc, la faiblesse qu'il soulignait ici, ce n'est pas vraiment une faiblesse, c'est une caractéristique intrinsèque du monde quantique. Jusqu'à nouvel ordre, encore une fois, on ne sait pas s'en passer. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'au moins une des deux faiblesses qu'il soulignait n'en est pas une. C'était au contraire, il avait mis le doigt sur une caractéristique essentielle de la physique quantique. Mais il concluait quand même, comme en 1916, malgré tout, j'ai pleinement confiance dans la sûreté de la démarche suivie ici, et il a bien raison. Alors, il y a une dernière phrase qui est intéressante aussi dans cet article que j'ai mise, parce que ça va servir de tremplin pour la suite, c'est la suivante. Presque toutes les théories du rayonnement thermique reposent sur la considération de l'interaction entre le rayonnement et les molécules. Bien, c'était le cas en 1915 ou 16, c'est toujours le cas maintenant. Cependant, en général, on se contente d'y considérer l'échange d'énergie, sans prendre en compte l'échange d'impulsions. On s'y croit volontiers autorisé par le fait que les impulsions que transfère le rayonnement sont petites. Puis il suit une explication. Mais dans les arguments théoriques, il faut accorder à ces faibles effets la même importance qu'aux effets plus visibles liés au transfert d'énergie. Je dirais que l'histoire qu'on va voir maintenant, l'histoire moderne du refroidissement d'atomes par laser, ça nous dit que les impulsions que transfère le rayonnement, certes elles sont petites, mais il faut leur accorder une grande importance, et pas seulement dans des arguments théoriques, mais également pour toute la pratique. Tous les laboratoires qui font des atomes froids, c'est ça qu'ils utilisent. Donc Einstein disait là que théoriquement il ne fallait pas les oublier. La leçon des 40 dernières années, c'est que même en pratique, il ne faut pas les oublier non plus. Voilà. Alors, je termine par deux diapositives rapidement, qui sont d'une part des ordres de grandeur, et puis d'autre part, qu'est-ce que les lasers vont nous apporter. Alors, des ordres de grandeur. Les ordres de grandeur, ça va faire écho à ce que disait Einstein à l'instant. Effectivement, quand on regarde simplement le rayonnement du corps noir, cette thermalisation qu'on vient de trouver, aussi essentielle soit-elle pour assurer la cohérence de la thermodynamique, elle est quand même complètement négligeable par rapport à d'autres processus. Ici, je vous ai pris un corps noir typique, la surface du Soleil, donc c'est un rayonnement aux alentours de 6000 degrés. Je prends un atome de sodium,
qui absorbe dans le jaune, donc qui est bien placé pour absorber les photons du Soleil. Si je prends un atome de sodium à la température de 6000 degrés, sa vitesse quadratique moyenne, c'est de l'ordre du kilomètre par seconde, enfin 1,5 km par seconde. Et je peux commencer par vérifier que mon hypothèse des petits pas nécessaires pour établir mon équation de Fokker-Planck était bien correcte. Le changement de vitesse dans un processus d'absorption d'émission, c'est ce qu'on appelle la vitesse de recul, qui va jouer un rôle essentiel dans les cours qui vont suivre. C'est donc h bar k divisé par la masse de mon atome de sodium. C'est 3 cm par seconde. Il n'y a pas de doute que 3 cm par seconde, c'est bien petit devant le kilomètre par seconde qui est là. Donc, un processus d'absorption élémentaire change très peu la vitesse de mon atome. Je suis bien en situation correcte pour utiliser une équation de Fokker-Planck. Maintenant, pour faire le calcul, j'ai besoin du nombre moyen de photons à la fréquence oméga A pour mon atome de sodium. Je trouve quelque chose comme 2% à peu près. Le temps de thermalisation, si vous utilisez la formule que je vous ai donnée tout à l'heure avec le dn bar sur d oméga, vous allez trouver quelque chose comme 40 minutes. Et si vous prenez donc le mouvement brownien dans l'espace des positions, donc vous regardez le coefficient de diffusion spatiale dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai donc un libre parcours moyen de pas V0 sur alpha, vous allez trouver plusieurs milliers de kilomètres. Vous allez à 1 km par seconde et le temps d'amortissement c'est 40 minutes, donc vous trouvez quelques milliers de kilomètres ici. Mais il est clair que si vous mettez un atome de sodium au voisinage de la surface du Soleil, il ne va pas parcourir comme ça 3000 km ou 4000 km sans que quelque chose d'autre lui arrive. Il va se faire taper dedans par un rayon, le vent solaire, il va se faire taper dedans par plein de choses, mais ce n'est pas les photons qui vont déterminer l'équilibre de cet atome de sodium. Donc en pratique, effectivement, ces processus de thermalisation, je pense qu'ils ne sont pas vraiment pertinents. Il y a peut-être quelques exemples en astrophysique où ça peut être considéré, mais en tout cas, ce n'est pas commun, quoi. En revanche, les lasers vont nous apporter énormément. Et c'est intéressant de se demander où est-ce que les lasers vont nous apporter quelque chose. Donc j'ai réécrit encore une fois ce coefficient de diffusion qu'on a trouvé via Einstein et ce coefficient de friction ici. Je vais me mettre dans le cadre d'une intensité non saturante. Donc ce que en langage moderne, on dit que j'éclaire mes atomes avec une intensité petite devant l'intensité de saturation, ce qui en langage d'aujourd'hui veut dire simplement que je prends n bar petit devant 1. Donc si vous prenez n bar petit devant 1 là-dedans, vous pouvez négliger le 4n bar du dénominateur devant le 1, et vous pouvez ici négliger le n bar carré devant le n bar. Donc vous avez un coefficient de diffusion dp qui est h bar de k2 gamma fois n bar. Vous avez un coefficient de friction qui va être h bar de k2 sur m fois gamma fois dn bar sur d oméga. Eh bien, quand on va passer à des lasers, le coefficient de diffusion va être inchangé. C'est-à-dire que ce qu'a fait Einstein, finalement, ça reste d'actualité, il n'y a absolument rien à rajouter, rien à modifier. On va continuer à prendre ça. Enfin, je reviendrai dessus en langage moderne la prochaine fois, mais ça va être la même chose. Là où on gagne énormément avec des lasers, c'est sur le dn bar sur d oméga. Au lieu d'avoir une répartition très molle des populations des modes peuplés dans le rayon du corps noir, un laser, quand il est monochromatique, il a un dn bar sur d oméga qui est a priori infini. Et en pratique, ce qui se passe, du coup, c'est que ce n'est plus le rayonnement du corps noir qui compte, c'est la largeur de la résonance de l'atome. C'est-à-dire que, certes, le laser est monochromatique, mais l'atome, lui, il a une certaine largeur naturelle liée à l'instabilité du niveau excité. Et donc, en pratique, le dn bar sur d oméga, je peux le remplacer par n bar sur la largeur naturelle de l'atome, qui est gamma. Donc ici, je me retrouve avec un n bar sur gamma que multiplie gamma, ici, et donc je me retrouve ici avec un n bar. Donc ce que nous apportent les lasers, finalement, c'est un très grand coefficient de friction. Ça ne change pas le coefficient de diffusion, ça nous apporte un très grand coefficient de friction parce que le laser est beaucoup plus monochromatique que n'est le corps noir. Et donc à ce moment-là, si vous reprenez l'argument d'Einstein d'une température, le rapport diffusion sur friction va vous donner, une fois que vous avez écrit ça, un rapport de l'ordre de h bar gamma, et vous voyez comment on trouve très simplement quelque chose qui va être la limite Doppler, mais que vous connaissez déjà sûrement pour beaucoup d'entre vous, et qui, elle, est en dessous du millikelvin. Donc ça explique la flèche verte que j'avais tout au début. Pourquoi est-ce qu'on peut arriver en dessous du millikelvin? Eh bien, c'est directement lié à ces arguments-là. Voilà, je m'arrête ici, et je vous remercie pour votre attention, et je vous rappelle qu'il y a un séminaire donc d'ici un quart d'heure, un séminaire de Jean-François Roch. Merci beaucoup. Merci.